Et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire public proposé dans le cadre du programme Susciter le changement dans l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Ce programme vise à aider les établissements de soins de longue durée. Les inscriptions sont encore ouvertes, mais elles fermeront le 1er octobre. Si vous êtes un établissement de soins de longue durée au Canada, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Je m'appelle Nicole Pollack, je suis responsable principale des programmes au sein de l'équipe des programmes d'innovation en santé chez Excellence en Soins Canada. Mes pronoms sont elle, là, et je serai votre animatrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir un service d'interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires à tout moment pendant le webinaire, en anglais ou en français, en les saisissant dans la boîte de discussion. Nous répondrons à autant de questions que possible pendant la session de questions-réponses qui aura lieu vers la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'aide à tout moment, veuillez contacter notre assistance technique à l'aide de la fonction du clavardage. Cette session est enregistrée et l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube, dont le lien figure dans la boîte de dialogue. Allô, est-ce que vous m'entendez? ESC honore les territoires sur lesquels notre partenaire se trouve dans la réconciliation. Nous vous invitons à partager qui vous êtes dans la boîte de discussion. Je vous demande s'il vous plaît de confirmer si l'interprétation s'entend. ESC est une organisation fondée. Nous collaborons dans le pays pour la capacitation, le renforcement des capacités qui améliorent l'équité. Je voudrais aussi remercier nos organisations de soutien qui promeuvent le programme dans les foyers qui participent et qui nous aident avec ce que nous recevons. Et nous voulons célébrer que les prix, tous les foyers qui sont ici énumérés ont gagné pour le soutien de leur foyer. 5 000 $ pour leur progrès dans l'amélioration de l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Félicitations aux lauréats. Et d'énormes félicitations pour ces foyers et nous espérons que toutes les équipes vont continuer à progresser. Si vous souhaitez vous inscrire pour la chance de remporter des prix financiers comme celui-ci, vous pouvez encore vous inscrire via le code QR affiché à l'écran. Les inscriptions se terminent le 1er octobre, alors inscrivez-vous dès maintenant. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des outils développés par ESC et pour parler comment planifier pour la durabilité. Et nous allons écouter une histoire à succès, une réussite en matière de gains à long terme, celle de la maison de retraite Rexon Lyons. Et enfin, nous répondrons à toutes vos questions. Et maintenant, je suis ravie d'accueillir nos intervenantes d'aujourd'hui. Nous sommes à nouveau rejoints par notre coach et conseillère Julie Weir, qui a plus de 20 ans d'expérience en soins infirmiers et titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université du Nouveau-Brunswick, où elle a également été professeure. Elle a travaillé dans le secteur de soins actifs et de soins de longue durée, a passé beaucoup de temps à travailler au niveau provincial avec l'Association des le foyer de soins infirmiers du Nouveau-Brunswick. Au cours de cette période, elle a dirigé plusieurs initiatives d'amélioration et notamment l'utilisation appropriée d'antipsychotiques. Elle est actuellement présidente du conseil d'administration de l'EPA Canada, ainsi que directrice clinique des opérations du flux d'information et des soins ambulatoires chez Horizon Health. Elle continue de travailler avec ESC en tant que coach pour plusieurs initiatives. C'est l'une des co-responsables des soins de longue durée chez Choosing Wisely Canada. Nous donnons la bienvenue à Sharon McDonald, infirmière autorisée. Elle
a consacré plus de 40 ans de sa carrière à la maison de soins infirmiers Rex Lyons. Elle s'occupe actuellement le poste de directrice des soins. Elle est reconnue pour sa profonde passion pour les résidents et son engagement indéfectible envers leur bien-être. Sharon a joué un rôle moteur dans la création d'un environnement bienveillant et solidaire. Elle croit non seulement à la nécessité d'assurer les meilleurs soins possibles aux résidents, mais aussi à l'importance de la qualité de vie. Il est tout aussi important pour elle de veiller à ce que le personnel bénéficie de tout le soutien dont il a besoin. Au-delà de sa vie professionnelle, Sharon est une épouse dévouée, une mère aimante et une grand-mère fière qui trouve joie et inspiration dans sa famille. Et Juanita Hébert a consacré plus de 40 ans de sa carrière à la maison de soins infirmiers Rex Lyons également, où elle a toujours défendu avec conviction les soins axés sur les résidents. Son leadership s'étend au-delà de son lieu de travail puisqu'elle a occupé pendant 5 ans le poste de présidente de la New Brunswick Activity Directors Association depuis 5 ans, contribuant à l'élaboration des programmes et de mesures de soutien pour les personnes âgées. Tantôt de la province, reconnue pour sa patience, son engagement et son dévouement à l'amélioration de la qualité de vie des résidents, Juanita a un impact durable sur sa communauté. Au-delà de ses réalisations professionnelles, Juanita est une épouse, une mère de 2 enfants et une grand-mère de 2 adorables petits-enfants. Et une fois encore, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de clavardage tout au long de la présentation. Et sans plus attendre, je cède la parole à Julie. Merci beaucoup, Nicole. C'est un privilège pour moi d'être ici dans ce webinaire aujourd'hui avec 2 personnes qui se passionnent de soins de longue durée dans ma province, le New Brunswick. Donc, euh, c'est un plaisir d'être avec vous et de parler du travail qui a lieu dans ce foyer. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler d'un outil qui peut aider. Alors d'abord, je voudrais vous parler comment garder la durabilité des gains. Alors tout d'abord, il y a un outil qui est énormément réussi, qui a été créé avec le soutien de chercheurs il y a plusieurs années et qui a fait beaucoup de travail concernant la durabilité et les initiatives d'amélioration de la qualité dans les soins de santé. Et durant nos années dans les soins de santé, ce qu'elle a aidé réellement à identifier la durabilité des soins. Donc, elle a travaillé dans son doctorat pour trouver un moyen de soutenir les soins de santé afin de pouvoir soutenir les gains, les rendre plus durables. Elle a travaillé avec ESC pour créer ce que nous appelons l'outil à succès à long terme. Donc le LTST en anglais, selon l'acronyme en anglais. Et il s'agit d'identifier les risques et des forces qui puissent couvrir une liste de 12 facteurs qui sont importants pour avoir un impact à long terme pour une initiative d'amélioration. Et donc, cet outil a été reproduit et adapté par Laura Lennox, qui est une chercheuse, et elle était avec le Collège impérial à Londres. Donc, l'outil à long terme, de succès à long terme, couvre ces facteurs: l'engagement à l'amélioration, la participation, les compétences et aptitudes, la direction, le fonctionnement de l'équipe, les ressources en place, qui doivent être en place, le suivi des progrès, les données probantes des avantages, des processus robustes et adaptables, l'harmonisation avec la culture et les priorités, et un soutien à l'amélioration et une harmonisation avec l'environnement. Et maintenant, lorsque nous pensons à la durabilité des bonnes améliorations et un bon mouvement par le biais de l'amélioration de la qualité et qu'on regarde à la liste de facteurs, eh bien, c'est naturel de voir que ce sont les facteurs les plus importants pour déterminer ou promouvoir la durabilité de bons changements qui sont faits par le biais de l'amélioration de la qualité. Parce que souvenons-nous que si nous ne changeons pas ce qu'on fait, eh bien, nous n'allons jamais améliorer. Et je voudrais que vous réfléchissiez à cela. Le changement peut être difficile, mais sans le changement, eh bien, nous n'allons jamais améliorer. Et je suis désolée, je ne veux pas travailler dans un secteur qui ne va jamais changer. Pour moi, le changement est enthousiasmant. Et parfois, le changement me fait peur. Mais franchement, ça m'enthousiasme parce que c'est ainsi que nous pouvons améliorer. Et je ne veux pas, franchement,
euh, rester en arrière dans ma carrière. Je veux voir des améliorations. Donc, voici le contenu et je vais passer par chacun des 12 facteurs pour déterminer, qui déterminent ou soutiennent la durabilité. Mais je voudrais que vous réfléchissiez au fur et à mesure que je lis ce contenu. Je voudrais que vous réfléchissiez sur comment vous sentez que votre équipe, dans votre foyer ou dans votre équipe, vos membres d'équipe, quel serait le score de votre équipe? Alors, voici un peu de réflexion à faire. Alors, tout d'abord, l'engagement à l'amélioration. Euh, Et ici, on peut penser à mon équipe comprend l'objectif de l'initiative de l'amélioration de la qualité et croit que ce travail va favoriser l'amélioration des processus et des résultats. Alors, si on parle de cela, eh bien, est-ce que votre équipe comprend que vous essayez de diminuer ou de diminuer la prescription des antipsychotiques qui sont potentiellement inappropriés ou est-ce qu'ils pensent que vous essayez tout simplement d'éliminer tous les médicaments? Est-ce qu'ils comprennent réellement l'objectif de votre initiative d'amélioration? Et nous avons ajouté quelques questions de réflexion. Est-ce que vous vous sentez engagé dans l'initiative? Est-ce que vous comprenez l'objectif? Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit d'améliorer les soins. Est-ce que vous croyez que l'initiative va améliorer les processus et les résultats ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une autre case à marquer? Croyez-vous que l'équipe est engagée dans son ensemble ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une équipe centrale qui est réellement engagée? Est-ce que un objectif commun a été fixé pour votre initiative? Parce que on fixe cet objectif dès le départ. Et c'est très important d'avoir cet objectif pour vos membres d'équipe et pour l'équipe en entier, afin de comprendre quel est l'objectif général. Deuxièmement, on parle de la participation. J'ai l'occasion de m'impliquer dans l'initiative et j'ai un sentiment d'appartenance envers ce travail. Je peux exprimer mes idées librement et celles-ci sont examinées ouvertement par l'équipe. Et donc ici, c'est lorsque nous parlons des groupes. Est-ce que vous avez des opportunités pour que le personnel d'administration est une voie, ou peut-être le personnel de nutrition, ou est-ce que ce travail est uniquement orienté par le personnel infirmier? Et des questions de réflexion. Est-ce que vous vous sentez personnellement engagé dans l'initiative? Donc, si moi, je suis en train de m'occuper de l'outil de réussite à long terme, ce sont les questions que je me pose et j'ai l'opportunité d'exprimer mes idées et mes recommandations lorsque c'est nécessaire. Pardon, c'est une question. C'est très important pour les sessions de réflexion. Et deuxièmement, 2B, c'est aussi une autre question de participation. Les gens participent grandement à l'initiative, y compris les patients et les membres du public qui en bénéficient régulièrement. Alors, est-ce que les patients, le résident, les familles ont une opinion sur le travail qui a lieu? Est-ce qu'ils sont conscients? Et donc, les questions de réflexion, au fur et à mesure que je remplis cela, est-ce que je pense que l'initiative a fait participer les personnes voulues? Sinon, comment est-ce qu'on peut améliorer cela? À qui est-ce que je dois donner ce message? Est-ce que l'initiative fait participer les patients affectés par l'amélioration? Est-ce que le personnel qui va apporter l'amélioration dans le cadre de la pratique au quotidien participe à l'initiative? À nouveau, on se demande, enfin, on fait tous partie de l'équipe de soins. Il n'y a pas qu'un groupe. Est-ce que l'équipe possède une bonne répartition d'opinions, de compétences et d'expertise? Est-ce qu'il y a des groupes de personnes qui doivent encore participer et qui est-ce qui va le faire? 3. Compétences et aptitudes. Le personnel possède les compétences nécessaires pour apporter une amélioration. Les possibilités de formation et de perfectionnement sont mises à disposition du personnel, des bénévoles et des autres personnes concernées. Et c'est là qu'on parle de l'importance de fournir un soutien à l'équipe pour s'assurer qu'ils comprennent non seulement les gains
ou les objectifs, pardon, non seulement ce que nous essayons d'obtenir à travers ce travail ou quels sont nos résultats, mais aussi les étapes à couvrir. C'est pour ça qu'on a publié les vidéos pour les utiliser euh, au sein de nos équipes. Il y a des modules que vous pouvez observer concernant les médicaments ou peut-être les modules concernant les groupes de discussion ou peut-être qu'ils peuvent les regarder tous. Et donc les questions de réflexion et sur lesquelles je vais m'arrêter en répondant ces questions, eh bien, est-ce que je me sens apte à remplir mon rôle dans le cadre de l'initiative? Est-ce que vous ou votre personnel participant a besoin de formation ou d'études supplémentaires pour apporter une amélioration efficacement? Quelles sont les mesures à prendre pour répondre à ces besoins? Le nouveau personnel enfin, il y a encore des formations, il y a plusieurs formations qui sont disponibles et qui sont toujours centrées sur la personne. Le nouveau personnel est-il informé de l'initiative et quel est leur rôle et quel est et sur leur rôle à leur égard? Est-ce que vous avez adapté vos processus afin de soutenir la durabilité de ce travail? Est-ce que cela fait partie de votre orientation, de votre organisation? Est-ce que vous avez des politiques en place pour avoir cette éducation? Parce qu'écoutez, moi, je fais partie des soins de santé depuis longtemps, mais à chaque fois, je passe sur cela, qu'il s'agisse de ressuscitation, de tout cela, eh bien, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Donc, il faut comprendre cela sur les apprentis adultes. Donc, en tant qu'organisation, qu'allez-vous faire afin d'aider à soutenir la durabilité de ce grand travail? 4, leadership ou direction. Et maintenant, on parle ma langue. Mon initiative d'amélioration est menée par des chefs de file ou des champions solidaires et respectés qui préconisent l'amélioration, communiquent la vision et gèrent efficacement le processus. Donc, au fur et à mesure que je remplis mon évaluation, est-ce que la direction participe activement à l'initiative? Est-ce qu'ils sont aptes à obtenir l'appui et l'enthousiasme pour le travail? Et en tant que dirigeant, vous n'avez pas à participer à toutes les réunions, mais votre personnel doit sentir que vous participez. Ils doivent comprendre si il s'agit peut-être d'un petit parcours dans l'unité ou de participer peut-être à une réunion et d'offrir ce leadership, cette supervision de haut niveau et de donner ce support, ce soutien à l'équipe. C'est important, même si certaines personnes pensent, oh, mais en fait, moi, si je passe 10 minutes dans une réunion, c'est pas réellement important. Eh bien, je suis là pour vous dire que si, ça compte. Et votre personnel de première ligne va vous le dire, ça compte. Est-ce que les dirigeants sont disponibles pour aider à résoudre les problèmes? Il y a certaines barrières il n'y a que la direction capable de les éliminer. Euh, et comment croyez-vous que la direction peut être renforcée? Donc, il y a toujours une opportunité pour renforcer la direction. Mais l'une des manières pour renforcer la direction, c'est en voyant la participation dans ce qui compte réellement en tant qu'organisation. Et bien sûr, Juanita va vous partager un exemple parfait sur comment leur direction forte a fait la différence dans leur foyer. Je suis très fière du travail qu'elles font. Étape 5, fonctionnement de l'équipe. Mon équipe fonctionne bien, les responsabilités des personnes sont claires et le travail est partagé au sein de l'équipe et non pas mené par des individus en particulier. Ça peut être un défi parfois lorsque il y a on revient sur la diapositive de la direction. Un champion peut être la seule personne qui réalise ce travail. Et le champion aussi a besoin de vacances. Et parfois, le champion tombe malade. Mais ils doivent avoir des personnes qui sont en mesure de suivre leur travail et de prendre leur place. Donc, récemment, quand à UMB, UMV,
J'étais en train de donner un cours sur les infirmeries et j'ai adoré une analogie lorsqu'on parle de leadership. Ça fonctionne souvent comme vous avez vu les oies les oies canadiennes quand elles viennent au printemps et partent l'automne, elles volent en formation de V et le leader est toujours devant. C'est lui qui donc assume la majorité du vent et tout ce qui vient, eh bien, ils sont là pour réellement affronter les difficultés. C'est eux qui prennent le vent et qui prennent les, et quand il se fatigue, il n'envoie pas un courriel au reste des oies. Il vient et il change de position et quelqu'un d'autre prend la position du devant. Donc, c'est juste quelque chose d'inhérent qu'ils font et je ne savais pas en fait. Et ça dit beaucoup sur le leadership. Eh bien, en tant que leader, il faut avoir des personnes qui peuvent assumer votre place lorsque vous avez besoin de vous reposer. Et c'est pas forcément quelque chose qui vient par un courriel, ça arrive parfois en temps réel. Donc, les questions de réflexion sur le fonctionnement de l'équipe. Que pensez-vous de la performance au travail de votre équipe d'initiative? Est-ce que l'équipe se réunit et se communique régulièrement? À nouveau, pensez à vos groupes. Est-ce que les rôles et responsabilités des membres de l'équipe d'initiative ont-ils été clairement établis? Selon vous, les membres de l'équipe exercent-ils efficacement ces rôles et ces responsabilités? Les compétences et l'expertise des membres de l'équipe sont-elles prises en considération et utilisées? Que faut-il faire selon vous pour améliorer le fonctionnement de l'équipe? On sait que le fonctionnement de l'équipe peut réellement aider ou complètement détruire quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment aider à soutenir le fonctionnement de l'équipe. Et on est à la moitié. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Numéro 6, on est aux ressources qui se trouvent en place. L'initiative bénéficie d'un soutien financier qui favorisera une réussite à long terme. Nous avons le personnel, les matériels et l'équipement nécessaires. Je dispose de suffisamment de temps pour me consacrer à l'amélioration. Et ça peut être compliqué lorsqu'on parle de ressources et qu'on parle de financement, de soutien financier. Ça peut être un défi. Mais moi, ce que je veux, c'est que, il s'agit pas de tout ou rien. Donc, comprendre ce que nous sommes tous, que nous avons tous des limites de en matière de ressources. Il faut comprendre que oui, d'accord, on n'a pas beaucoup de personnel, mais on le fait tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'on peut faire certaines choses qui vont soulager un peu de stress sur nos limites de personnel? Et j'ai déjà raconté cette histoire, je la raconte à nouveau. Lorsque nous pouvons aider, par exemple, les personnes. On va comprendre qu'on n'a pas, on n'a pas besoin d'être toujours, avoir tout le personnel du monde pour fonctionner. Euh, euh, on peut essayer de trouver le moyen d'avoir plus de ressources en place. Et les questions de réflexion, eh bien, les ressources déployées sont-ils suffisantes pour appuyer l'initiative personnelle et outils? Que manque-t-il? Croyez-vous que le soutien financier offert va permettre à l'initiative d'atteindre les objectifs et de faire partie intégrante de la pratique normale à long terme? Le personnel dispose-t-il de suffisamment de temps pour le dévouer à l'amélioration? Est-ce que l'équipe discute régulièrement des ressources nécessaires? Numéro 7, suivi des progrès, on en a déjà parlé. Et il y a un système de suivi en place pour permettre à l'équipe de collecter, gérer et examiner les données régulièrement. Les rétroactions sur l'initiative sont partagées avec moi. Donc, ça revient à la collecte des données, pas forcément à la présentation des données au niveau du foyer. Est-ce que, donc, il faut avoir des mesures pour suivre l'initiative. Est-ce qu'elles ont été définies pour permettre un suivi continu de l'initiative? Est-ce que les mesures établies peuvent évaluer l'effet de l'amélioration? Est-ce que ces mesures sont évaluées régulièrement? Pardon, mes lentilles de contact sont sèches, j'ai du mal à lire.
Alors, avec quelle fréquence est-ce qu'on évalue les mesures? Si les mesures révèlent une absence de progrès, est-ce que les causes sont examinées pour apporter une modification? Est-ce que les membres de l'équipe et le personnel sont-ils informés régulièrement sur ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré? On y arrive. Numéro 8. Évidence données probantes des avantages. Des données probantes exigent quant aux avantages liés à l'initiative et celles-ci sont visibles et communiquées régulièrement au personnel et aux patients. Il faut partager les résultats avec votre personnel et avec les résidents. Est-ce que les données probantes de votre initiative indiquent l'effet sur le bien-être à la fois physique et mental des patients? Est-ce que les données probantes indiquent que l'initiative produit l'effet escompté sur les patients? Donc, on revient sur les histoires des résidents. Et lorsque vous avez cette première histoire positive de résident, votre personnel va vous suivre et devenir des champions. Donc, c'est vraiment ça. Et si les données probantes montrent un manque de progrès, est-ce que les équipes explorent les raisons? Alors, est-ce que vous comprenez quels sont les défis, quelles sont les raisons? Est-ce que vous changez d'abordage? Numéro 9. Est-ce qu'on peut changer de diapositive? Merci. Alors, processus robuste et adaptable. On revient. Il y a une opportunité. L'initiative peut être adaptée pour répondre aux besoins et aux réalités locales et pour tenir compte des données probantes émergentes. Les adaptations sont documentées, les réussites et les échecs liés au changement sont rapportés. Donc, le bon fonctionnement de l'initiative est-il examiné régulièrement? Dans quelle mesure l'initiative s'insère-t-elle dans les pratiques courantes? Et le personnel et les membres de l'équipe doivent-ils adapter leur façon de mettre en œuvre l'amélioration pour répondre aux difficultés ou aux nouveaux besoins en matière de soins de santé? Numéro 10, harmonisation avec la culture et les priorités organisationnelles. L'amélioration que tente d'accomplir votre initiative est harmonisée avec les objectifs et les priorités stratégiques de l'organisation ou des organismes pour lesquels nous travaillons, et notre travail contribue à la réalisation de ces objectifs. Notre travail est appuyé par les politiques et les procédures de l'organisme. Sans doute, il faut s'assurer que ce travail est harmonisé. Vos objectifs sont-ils en harmonie avec des priorités organisationnelles? Et sinon, comment améliorer cette harmonie? Dans quelle mesure le travail de l'initiative est-il bien intégré dans des opérations quotidiennes de l'organisme? Ça doit devenir votre nouveau normal. Et est-ce que l'initiative est en conflit avec tout autre changement en cours dans l'organisme? Numéro 11, on y arrive. Support, soutien à l'amélioration. Mon organisme affiche les valeurs et les principes qui insistent sur le besoin d'amélioration. Le personnel et la direction appuient les initiatives d'amélioration et l'amélioration continue est une priorité pour l'organisme, le personnel et les patients. Croyez-vous que l'amélioration continue est une priorité à l'intérieur de votre organisme? Le personnel et les cadres sont-ils réceptifs aux initiatives d'amélioration? Pardon. Et numéro 12, harmonisation avec l'environnement. Mon initiative est intégrée à un environnement politique et économique favorable. Mon équipe est consciente des pressions et des incitations externes qui peuvent influencer l'initiative. Alors, au fur et à mesure que vous répondez à vos questions, est-ce que l'équipe a tenu compte de l'impact exercé par l'environnement externe sur l'initiative? Euh, Existe-t-il un appui politique pour la mise en œuvre de votre initiative? Est-ce que l'initiative contribue à aborder les préoccupations, les objectifs politiques et économiques externes? Existe-t-il des plans pour réduire les risques liés à l'environnement externe? Donc, ces facteurs, au fur et à mesure que vous suivez ce sondage, vous pouvez donc énumérer tous les points qui représentent vos forces pour maximiser ces forces. Et cela peut identifier aussi
quels sont vos risques principaux qui menacent votre succès et comment les minimiser? Le lien est sur la diapositive, c'est aussi sur la boîte de clavardage. L'idée est de consulter l'outil régulièrement, chaque 6 mois ou chaque année, pour pouvoir voir le changement à travers le temps. Vous pouvez aussi après donc envoyer un email à ESC directement et on peut travailler avec vous sur votre problématique. Donc nous avons une vidéo ici qui a été créée en collaboration avec euh, Choosing Wisely Canada, donc choisir de manière sage. Et puis on va écouter Juanita qui va nous parler de son expérience. Je suis directrice des soins à la maison d'aînés, la maison de soins que vous voyez devant vous sur l'écran. Donc, depuis que j'étais étudiante, c'était une résidence qu'on appelait chez soi. Les résidents, peu importe leur diagnostic, on essaye de leur fournir le moins de médicaments possible pour qu'ils puissent avoir un niveau de vie décent. Nous faisons partie de l'initiative des anti pour réduire les médicaments et nous essayons de faire un pas en avant pour faire mieux. On essaye de voir ce qu'on peut faire au-delà des médicaments, surtout pour les cas assez complexes. Et on essaye bien sûr de fournir ces paquets en plusieurs langues. C'est excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais donner la parole à Sharon et Juanita pour qu'elles nous en disent un petit peu plus sur leur histoire. Bonjour à toutes et à tous sur l'appel. Nous sommes du New Brunswick et donc nous adoptons une approche douce pour convaincre. Donc merci beaucoup Julie pour nous avoir poussé en dehors de notre zone de confort. Nous allons partager un petit peu plus notre histoire. Donc Juanita et moi-même, nous venons de célébrer notre 50e anniversaire ici à la maison de retraite, à la maison de repos. Notre histoire donc est une histoire de nostalgie. Notre équipe rit beaucoup avec nous, on plaisante ensemble là-dessus. Nous avons fait quelque chose de vraiment remarquable. Nous avons vu comment, lorsque le soin est ciblé, particulièrement durant les 10 dernières années, donc on est passé vers un soin qui est centré sur les personnes et aujourd'hui on voudrait partager cette histoire. Nous avons rejoint l'initiative Brunswick en 2017. À ce moment-là, on avait un processus en place pour les médicaments. On voulait que les résidents de notre maison de repos puissent avoir accès aux médicaments appropriés. Et donc, nous avons évalué ce qu'on faisait pour construire là-dessus. Qu'est-ce que nous avons gagné? Eh bien, Julie nous a coaché un petit peu à travers une session où on a partagé les histoires et on a vu donc les choses qu'on avait gagnées depuis 2017. Nous avons mis les résidents au centre de la prise de décision, mais ça, ce n'était pas toujours le cas, bien sûr.
La culture de notre établissement est quelque chose de vraiment positif, mais qui pourrait bien sûr être amélioré encore. Nous avons beaucoup amélioré et nous croyons que peu importe le rôle que les uns et les autres jouent dans la maison de repos, nous sommes tous des fournisseurs de soins de santé. Nous voulons que tout le monde puisse avoir accès aux soins qu'il mérite. Très souvent, nous développons des relations avec les familles dont les êtres aimés sont sur la liste d'attente. La relation commence donc à ce stade-là et puis elle s'améliore au fil des ans. Donc les familles sont nos partenaires, ils sont toujours invités à partager leur histoire, à la planification des soins aussi pour les résidents. Nous sommes entièrement en faveur de la collaboration, que ce soit pour la prise de décision ou autre sujet important. Nous sommes dans notre petite bulle ici, dans une très petite maison de repos. Nous passons beaucoup de temps à maintenir les bons ratios. Nous sommes vraiment Nous avons beaucoup de chance parce que nous faisons un travail quotidien qui demande beaucoup de créativité. Des fois, notre staff peut travailler pendant 12 heures à la file, mais nous participons activement avec les résidents et donc les ressources humaines que nous avons ont le temps pour passer avec les résidents et ça, c'est un facteur très, très important. Alors, qu'est-ce qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de la période post-2017 en termes de pérennisation? Eh bien, tous les nouveaux processus que nous avons ajoutés, si nous les rattachons avec ce qui existe déjà, eh bien, ça crée une transition fluide. Nous avons des revues de préadmission que nous organisons. Si nous avons des patients qui prennent des antipsychotiques, nous prenons ça en compte. Nous utilisons donc cette lentille pour raffiner les profils, pour voir comment est-ce que cette prise de médicaments peut évoluer dans le futur. Nous nous assurons que l'éducation que nous fournissons concerne la prise de médicaments antipsychotiques. Je suis très reconnaissante de faire partie de Rexton Canada parce que nous avons pu recevoir une assistance financière qui nous a aidés. Nous avons donc, à travers cela, pu organiser des séances d'éducation sur la démence et les soins dans le cadre d'une démence. Nous avons mis l'accent sur l'approche euh, qui est douce pour convaincre. Et ce printemps dernier, nous nous sommes focalisés pour former notre équipe pour une meilleure éducation, etc. Donc, nous sommes en train de réaliser des gains qui sont durables à travers le temps. Nous nous assurons que les patients, par exemple, qui rejoignent notre équipe d'autres maisons de repos, qui s'adaptent avec notre mode de soins. Ils s'étonnent parfois que nous ne faisons pas certaines choses qu'ils voyaient dans d'autres maisons de repos.
Donc, parfois, c'est vraiment une courbe d'apprentissage pour eux. Moi, je ne serais pas la personne rigolote dans la salle aujourd'hui. Ça sera ma collègue Juanita à laquelle je vais donner la parole maintenant. Elle va partager avec vous une anecdote intéressante. Elle va vous parler de notre parcours à travers notre maison de repos et du fait que nous ne fournissons pas uniquement un soin de santé, mais une qualité de vie. Bonjour à toutes et à tous. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, cette dame, lorsqu'elle est venue vers nous, donc elle pouvait marcher dans les couloirs, mais à mesure que sa maladie a progressé, elle a eu besoin d'un fauteuil roulant. Mais en fait, très souvent, elle oubliait qu'elle avait besoin de fauteuil roulant et donc elle essayait de marcher sans son fauteuil. Et donc sa maladie a progressé. Et du coup, elle voulait arpenter les couloirs. Alors, elle est devenue très très rapide parce qu'elle voulait le faire sans que le staff l'oblige à s'asseoir sur le fauteuil roulant. M- Alors, elle est devenue, elle est devenue dangereuse pour elle-même et pour les autres patients. Parce que si un objet bloquait son chemin, eh bien, elle reculait, prenait de l'élan, puis elle fonçait droit dedans. Et donc bien sûr, ça pouvait être dangereux. Alors, je sais que dans plusieurs maisons de repos, pour les patients comme ça, on leur donnait des médicaments pour les calmer, mais avec cette dame, on a trouvé autre chose. Alors, comme vous pouvez voir sur la première photo, comme elle est sourde, donc on lui donnait un stylo, du papier pour qu'elle écrive, pour la distraire en fait, comme si elle était dans un bureau. Puis on lui a donné de la musique à écouter, et vous la voyez d'ailleurs portant un iPod. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, vous avez la vidéo. Vous pouvez la voir bouger les mains parce qu'elle aime bien la musique, en fait. Mais ça ne lui a pas enlevé l'envie de sortir. Un autre jour, on a commencé avec l'iPod et euh, ce petit coussin qui est fait de plusieurs matériaux, donc différentes sensations. Elle a interagi avec ça dans mon bureau. Ça l'a ralenti, mais ça n'a pas enlevé le besoin de bouger. Puis j'ai découvert cet objet sensoriel que je ne veux pas appeler poupée parce que ce n'est pas le cas. C'est un objet qui a des membres que vous pouvez placer autour du cou. C'est très doux et à l'intérieur, il y a un appareil qui simule le battement de cœur que vous pouvez faire fonctionner. Et donc, comme vous voyez sur la photo, ça a bien pris. J'ai travaillé avec elle pendant un certain temps et du coup, je ne voulais pas que ma présence influence sa réaction. Donc, je ne sais pas si la compagnie ou bien l'objet l'aidait à rester calme. Comme vous pouvez voir sur les photos, elle est assise hors de à côté de mon bureau avec le câlin et elle est restée là. Et la seule autre fois où elle n'a pas bougé, c'était lorsque elle était enfermée dans son fauteuil roulant. Donc, elle est restée dans cette position pendant assez longtemps.
jusqu'à ce que moi, je devais aller prendre ma pause déjeuner. J'ai demandé aux dames qui étaient chargées de nettoyer les tâches si euh, elles, elles étaient restées dans la même position et je suis allée prendre mon repas et je suis revenue et elle était toujours à la même place. On m'a même appelé pour venir voir. Tout le staff était bien content. On l'aidait à faire un tour chaque matin. Elle était maintenant contente de rester sur son fauteuil. Et donc, si l'intervention se produit 30 minutes avant le comportement anticipé, eh bien, ça peut aider. Vous pouvez faire marcher la vidéo si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut démarrer la vidéo, s'il vous plaît? Normalement, la vidéo, c'est elle dans le lit avec le câlin. Si vous regardez de près, elle caresse le câlin et puis elle croise les mains et vous pouvez voir comment elle respire. Elle pousse un soupir de soulagement et vous pouvez voir à quel point elle est à l'aise. Donc, ce câlin-là, c'était celui de tout le monde. Donc, sa famille lui ont acheté le même objet. Et maintenant, ils peuvent s'asseoir avec elle et parler. Elle n'a plus besoin tout le temps de bouger. Ils n'ont plus besoin de courir dans tous les sens à la chercher parce qu'elle ne tient pas en place. Comme vous pouvez voir ici, elle a pu revenir aux activités de groupe. Donc ici, avec la balle, elle est en fait en train de faire une activité fitness. Par le passé, on ne pouvait pas la garder dans la même pièce. Elle entrait, elle repartait tout de suite parce qu'elle ne pouvait pas rester en place. Elle ne pouvait pas tenir en place. Mais maintenant, c'est possible et maintenant elle s'assoit. Elle est très satisfaite. Elle ne fait pas de mouvements machinaux. Donc il y a un changement énorme pour elle. Et c'est vraiment touchant pour nous. C'est touchant qu'on ait pu faire ça. Et sa fille a même dit que, il était maintenant possible de tenir une conversation avec elle. Et donc, ça a enlevé cette anxiété qu'elle avait et qui faisait qu'elle ne pouvait même plus communiquer. Bien sûr, j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché. Par exemple, j'ai organisé cette salle de musique. Je pensais que ça allait marcher, mais ça n'a pas marché parce qu'elle quittait la salle tout de suite. Et donc, essayez vos interventions, surtout lorsque vous connaissez la personne. N'hésitez pas à leur demander de plier le linge ou de donner leur des vêtements de bébé, ou tout ce qui peut vous passer par la tête pour les aider. Diapo suivante. Ah, je vais partager. Sharon va vous partager cette histoire maintenant. Alors, cette photo à gauche est celle de ce monsieur pendant son admission. Et puis, à droite, une photo après. Donc, il avait une expression un peu plate à gauche, mais à droite, il se sent
plus sans sécurité, il a une expression plus ouverte, il fait partie maintenant d'une communauté. Il est allé à l'hôpital et on lui a donné 2 et quelques milligrammes de médicaments à respirer, à inhaler. Donc, on a commencé petit à petit à réduire la quantité de ces médicaments parce qu'il n'avait aucun symptôme nécessitant ces médicaments. En fait, son diagnostic est la démence uniquement. Donc, on l'a admis le 29 avril. euh, et on a réduit sa quantité de respiradone, la quantité qu'il prenait sur 3 mois. Et c'est vraiment une histoire positive pour lui. Et donc on va continuer à cette amélioration. On l'espère. Il est plus engagé, plus vivace. Lorsqu'il est venu, il ne pouvait même pas marcher. Mais maintenant, il reprend petit à petit sa santé. Ses fonctions motrices se sont améliorées. Il s'amuse beaucoup donc avec dans le euh, on parle à Rexton de la région qui est autour de nous, donc c'est une très très belle région. Ça, c'est notre histoire. Et voilà, avec plaisir, on rend la parole à Julie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci beaucoup pour l'excellent travail que vous faites. Donc, on voulait qu'elles viennent vous parler aujourd'hui pour 2 raisons. Premièrement, parce que ils font partie d'une maison de repos rurale, petite, et elles ont réussi. Elles ont fait un travail fantastique. Des fois, elles ont échoué, mais elles n'ont pas abandonné. Donc, des fois, on échoue, il faut essayer autre chose. Juanita, elle est vraiment euh, elle est spécialisée dans la réduction d'antipsychotiques et ça marche bien à Rexton Lyons. Vos chiffres, vos résultats reflètent bien votre philosophie et votre réussite. Félicitations, Juanita. Félicitations pour toute l'équipe pour ce travail que vous faites, ce travail qui va continuer, j'en suis certaine. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Alors, prochaines étapes. Vous pouvez passer en revue l'outil de réussite à long terme avec votre équipe et poser des questions si vous en avez. Donc, posez des questions à votre accompagnateur ou accompagnatrice. Aussi, réfléchissez à la prochaine étape, c'est-à-dire, dites-vous quoi d'autre lorsque vous êtes avec votre cohorte ou votre organisation, quelles sont les autres choses que vous pouvez faire pour diffuser et mettre à l'échelle des pratiques qui ont fait leurs preuves. Les apprentissages en matière de description peuvent être appliqués à d'autres classes de médicaments. Ça peut être donc pas uniquement les antipsychotiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je pense que c'est tout. Je vais passer la parole à Nicole. Merci à toutes et à tous. Merci Julie, merci pour votre présentation. Merci d'avoir parlé de l'outil. Merci d'avoir partagé, Juanita, d'avoir partagé votre très belle histoire. Il y a eu beaucoup de commentaires sur le clavardage. Merci pour le temps que vous avez mis pour améliorer la qualité de vie des résidents de votre centre. Si vous voulez bien revenir sur caméra,
Julie, Sharon, ou Anita. Donc, il y a quelques questions sur le clavardage. Alors, tout le monde a adoré le câlin, cet outil que vous avez présenté. Quelqu'un a dit... Ah, quelqu'un a mis le lien vers cet outil, vers le câlin en ligne. Pardon? Vous l'avez acheté où? Ah, sur Amazon. On l'a acheté sur Amazon. Génial. Ah, désolé, je ne devais pas, je ne devais pas passer la parole à Nicole. Je devais gérer la session questions-réponses. Donc, Cynthia a mis un commentaire. Question, commentaire. Alors, ça montre que le besoin de bouger, c'était en fait un besoin de se calmer, de se pacifier. Ah, quelle belle citation. Ceci est génial, cette capacité à s'adapter. Merci d'avoir partagé. Une autre question sur comment vous avez obtenu le câlin. Sarah a demandé quel est l'historique de médicaments. Est-ce que on peut faire ça avec les antipsychotiques? Alors, Cynthia a dit, j'ai vraiment... Oh, voici le câlin. On a beaucoup d'expérience ici à Rexton avec ce câlin. Beaucoup de félicitations sur l'impact que vous créez à travers, qu'on a entendu à travers vos anecdotes, vos histoires. Merci beaucoup, mesdames. Alors, si on peut mettre la diapositive sur l'écran encore une fois, on va vous rappeler la prochaine opportunité de remise de prix. Alors, encore une fois, l'enregistrement, l'inscription au programme prendra fin le 1er octobre, donc c'est toujours ouvert. Ce programme est un soutien, une opportunité pour gagner un prix. Donc, si vous vous enregistrez, si vous vous inscrivez, vous pouvez être éligible pour obtenir le prix qui consiste à 5 000 dollars. Donc, 30 personnes obtiendront le prix de 5 000 dollars. Un énorme merci pour toutes celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup pour nos oratrices. N'hésitez pas à nous contacter par email. Normalement, là, vous avez un questionnaire devant vous. Nous vous prions de le remplir avant de quitter l'appel. Ce sont en fait des questions sur le webinaire même, si vous avez trouvé ça utile, si vous avez appris quelque chose de nouveau, et finalement, une question sur le genre. Et c'est quelque chose que nous collectons au profit de ESC, qui est notre bailleur de fonds. Voilà. Donc la présentation était, le webinaire est un succès. Ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée.